5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue en direct du studio 147 pour un nouvel épisode d'Écoutons le futur, une émission du podcast Objectif Tech produite par Capgemini qui permet de mieux comprendre l'impact des technologies et de s'orienter dans un monde qui accélère et se transforme. Si les humains et les machines entretiennent une étroite relation depuis quelques décennies, nous vivons actuellement un point de bascule. Notre société est de plus en plus complexe, elle est plus technologique et elle est aussi plus incertaine. Dans un contexte de volonté de réindustrialisation de la France et face aux enjeux que pose le défi de la décarbonation, tous les regards sont tournés vers l'industrie. Car oui, l'ingénierie est au cœur du paradoxe de notre système. Elle est à la fois la solution pour accomplir la transition, mais aussi le problème. Car la technologie pourrait ne rien arranger, voire aggraver la situation. Ainsi est devenu stratégique le métier d'ingénieur qui se transforme au gré des mutations, non seulement pour analyser et comprendre ce qui se joue, puis pour imaginer et concrétiser les solutions de demain. Or, pour inventer la suite, nous devons mener une petite révolution. D'abord, adapter la formation de celles et ceux qui font, mais aussi finalement instaurer une toute nouvelle culture industrielle, rien que ça. Alors dans cet épisode, nous allons tenter de décrypter ce qui se joue en ce moment avec nous en plateau. Aujourd'hui, pour en parler, Anne-Laure Ménial-Koumaros, vous êtes déléguée générale de la Fondation Viva Fabrica, également directrice de la communication de Framatome. Sébastien Massard, vous êtes directeur de la stratégie de Dassault Systèmes. Et Godefroy Beauvalet, vous êtes directeur de l'École des mines de Paris, PSL. Et notre chroniqueur expert Étienne Piolet, vous êtes directeur associé en charge de l'Intelligent Industry chez Capgemini Invent. Bonjour à vous quatre et bienvenue. Écoutons le futur, une émission présentée par Valère Coréard. On va dire qu'on va commencer en mettant les pieds dans le plat tout de suite. L'industrie est en train de changer, c'est vrai. Une question pour vous, pour démarrer, Anne-Laure Ménial-Koumaros. Le slogan de Viva Fabrica, réinventons ensemble l'industrie de demain, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi organiser un salon de cette nature d'ailleurs ? Alors la Fondation Viva Fabrica, elle est née d'un constat de quelques industriels il y a quelques années, le constat que les jeunes ne savent pas ce qu'il se passe derrière la porte des usines. Et pour cause, et pour des bonnes raisons, on ne rentre pas dans les usines. Donc ils se sont dit, s'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas avoir envie d'y aller. Et par ailleurs, depuis plusieurs années, on constate que le manque d'attractivité fait qu'on manque de personnes, de jeunes qui postulent pour rentrer dans l'industrie. Donc l'idée de Viva Fabrica, c'est d'organiser tous les 18 mois, 2 ans, un événement majeur, un événement sur plusieurs milliers de mètres carrés, où on fait entrer l'usine dans la ville. Et comme ça, on travaille sur l'attractivité des métiers, on montre aux collégiens, aux lycéens, aux grandes écoles et aux demandeurs d'emploi ce que c'est que l'industrie et qu'il y a des métiers formidables dans l'industrie. On va parler tout à l'heure d'émerveillement, mais est-ce qu'il y a de l'émerveillement chez ces jeunes quand ils découvrent la réalité de ces métiers, notamment sur ces milliers de mètres carrés ? Oui, absolument. Ils sont fascinés. Et surtout, ils n'imaginent pas du tout ce que c'est que l'industrie, finalement. On va en reparler. Mais l'industrie, en fait, c'est plus les cheminées qui fument de Charlie Chaplin. C'est l'industrie 4.0, l'innovation, on va en parler. Sébastien Massard, vous dites que les sciences dures ne suffisent pas dans l'ingénierie d'aujourd'hui. Il faut aussi comprendre les évolutions sociétales ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire au XXIe siècle, on est face à une intrication d'enjeux systémiques. Et donc l'ingénieur ou les entreprises doivent s'attacher à réexaminer les enjeux sous d'autres perspectives. On a imaginé il y a quelques années qu'on est dans une renaissance de l'industrie, c'est-à-dire une transformation très profonde de nos sociétés par l'industrie. C'est-à-dire l'industrie n'est pas externe à nos sociétés, c'est une vraie transformation. Et si vous pensez aux nouvelles mobilités, aux nouveaux modes d'alimentation, en réalité ces enjeux-là sont industriels, mais en même temps de transformation des usages à l'échelle de toute une société. Et donc, si on se projette 500 ans en arrière, vous aviez quelques transformations clés, comme l'invention de l'imprimerie ou l'invention de la perspective. Et ces enjeux-là ont déterminé des progrès considérables dans le monde de la science, de la politique, dans le monde même de la projection de l'individu, qu'on retrouve aujourd'hui. Et actuellement, au XXIe siècle, on est dans une accélération de ces transformations-là. Pourquoi ? Parce que l'information circule plus vite. Et l'information circulant plus vite, on a des possibilités nouvelles et nos sociétés doivent l'inventer. Donc renaissance de l'industrie, ça veut dire réinventer la place de l'industrie dans la société. C'est à la fois un malaise
et une opportunité considérable. Et donc, les ingénieurs doivent dépasser le cadre historique d'une rationalité de sciences dures et imaginer des rationalités nouvelles de type sciences humaines. Pourquoi ? Je dirais pour rendre le progrès désirable. Le métier devient plus compliqué d'une certaine façon, ou plus complexe du moins ? C'est-à-dire, il s'élève. Je dirais d'une certaine façon. Il doit créer des nouvelles perspectives, là où il était assez simple de répondre à des requirements ou à des attentes d'un client qui va dire il faut optimiser le châssis de la voiture. D'un seul coup, l'ingénieur, il ne peut plus se cantonner à cette tâche-là, il doit réimaginer son métier et donc se projeter sur des tâches où il va repenser la mobilité de façon systémique dans une ville, dans des écosystèmes très très complexes. Godefroy Beauvalet, vous voulez réagir. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'école des mines de Paris PSL. Oui, non, simplement pour indiquer que chez nous, ce que vient de dire Sébastien, on le reprend en disant que l'ingénieur, il doit être capable de plus seulement faire du problem solving, mais du problem design. Et que, évidemment, avec cette nouvelle activité viennent de nouvelles compétences, de nouvelles responsabilités, de nouvelles inquiétudes. Et le paradoxe dont vous parliez tout à l'heure, nos élèves le ressentent, le vivent, et il faut qu'ils le vivent bien et pas mal. Et pour ça, il faut les accompagner. Justement, selon une étude publiée en 2022 par l'OPCO2I, plus de la moitié des compétences doivent être renforcées sous l'angle écologique dans les métiers de l'ingénierie, de la recherche et développement. C'est ce que vous faites, vous, à l'école des mines ? Alors oui, et depuis longtemps, vu le nom de l'école. Puis ça fait partie de notre stratégie. C'est un des deux axes de la stratégie de l'école. La transformation écologique. L'autre, c'est la révolution numérique. On en parlera aussi tout à l'heure. Et on a refondu intégralement notre cycle ingénieur entre 2019 et 2022 pour faire de nos élèves, enfin de nos diplômés, des promoteurs du développement durable, de la transformation écologique dans les entreprises, les organisations y travailleront après, et puis des acteurs du changement dans ces organisations, dans le cadre professionnel, parce que le changement, ça s'apprend aussi, le fait de piloter des projets et ce genre de choses. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, ces futurs ingénieurs sont responsabilisés en amont. Ils ont un rôle sociétal à jouer. Oui, et on les y prépare, on les accompagne dans un parcours qui part de l'émotion personnelle et qui les amène jusqu'à la posture professionnelle. Et il y a un modèle, on a une chercheuse d'ailleurs qui s'appelle Cécile Schwartz qui a travaillé sur ce modèle, et puis bien sûr notre direction de l'enseignement le fait au quotidien, mais qui leur permet de passer par ressentir et canaliser l'émotion, construire un positionnement personnel informé sur les enjeux écologiques et de dérèglement climatique, et puis ensuite expérimenter les actions en cadre organisé. Et l'école, c'est aussi un grand laboratoire où, parce qu'on est en partenariat avec les élèves, parce qu'on a des relations de proximité très fortes, parce qu'on est très proche entre les enseignants-chercheurs et les élèves, on fait participer les élèves à des actions de recherche, à des actions de formation, de leur formation, pour qu'ils testent cette posture avant de se projeter dans le cadre professionnel. Anne-Laure Ménial-Koumaros, lorsque vous entendez ça vous rassure d'une certaine façon? Vous parliez tout à l'heure de cet éloignement qu'il pouvait y avoir entre la jeunesse et le monde de l'industrie. Oui, bien sûr, c'est formidable. Et puis aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui rapprochent les jeunes du monde de l'industrie. L'alternance, par exemple, c'est formidable et c'est quelque chose qu'on développe énormément aujourd'hui, nous les industriels. Moi, ma cible, c'est aussi les plus jeunes, parce que je pense qu'il faut commencer très jeune. En fait, en vrai, il faudrait commencer au primaire pour leur montrer la magie de l'industrie et les métiers formidables qu'il y a dans l'industrie. Mais oui, c'est rassurant que dans les grandes écoles, l'approche soit celle-ci. Pour commencer très jeune, il faut donc aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, Sébastien Massat, reconnecter les gens, le grand public avec la réalité industrielle d'une certaine façon. Il y a besoin de rematcher. Oui, tout à fait, parce que l'ingénierie ou les métiers de l'industrie sont une opportunité de faire des choses concrètes, de voir dans mon quotidien des objets que j'aurais conçus, que j'aurais contribué à produire. Et donc cette reconnexion, elle se fait par l'usage quotidien, je dirais c'est la dimension économie de l'expérience, et aussi le concret, c'est qu'il y a des enjeux planétaires, climatiques, sociétaux, et donc des ingénieurs, en prenant un pas de recul par la vue systémique, contribuent à reformuler des solutions qui sont de plus en plus nécessaires. On retrouve notre chroniqueur expert, Étienne Piolet. Vous êtes directeur associé en charge de l'Intelligent Industry chez Capgemini Invent. Étienne, n'est-ce pas tout simplement parce que les industriels doivent passer d'un monde d'abondance à un monde de contraintes que tout est bouleversé ? Je ne sais pas si le terme abondance est celui que j'aurais forcément choisi. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'on a un champ de contraintes, je dirais plusieurs contraintes, qui créent les conditions, et nos invités l'ont bien précisé jusque-là, de repenser de manière assez nouvelle le métier de l'ingénieur, son rôle dans l'entreprise, son rôle dans la société, et la manière dont il pense depuis le tout début, c'est-à-dire depuis la conception
avant même le produit, du service, de l'expérience, de l'usage qui sera faite in fine par le client final, de vraiment repenser ce métier-là de bout en bout avec une compréhension à la fois des enjeux économiques, qui seront ceux de ce produit-là tout au long de son cycle de vie, des enjeux planétaires, des enjeux de sustainability, comment ce produit-là va vivre tout en apportant, en tout cas en dégradant le moins possible notre écosystème, notre environnement, et puis un enjeu de respect des réglementations. On est dans un monde, on peut en être satisfait ou pas, qui est contraint, qui est réglementé, qui est régulé, souvent pour des bonnes raisons. Et le métier d'ingénieur, notre métier d'ingénieur, c'est de trouver l'équilibre entre la réponse aux différents champs de contraintes économiques, d'expérience, etc., et ce champ réglementaire qui est ce qu'il est, mais qui est aussi, je pense, une opportunité pour les entreprises de repenser la manière dont ils conçoivent et dont ils produisent ces objets-là. Il y a la conception, je vous le disais, il y a la production, au sens manufacturière des choses. Vous parliez tout à l'heure d'ouvrir les usines aux jeunes. Je crois que c'est plus que vital de montrer ce que c'est que de produire en 2025 en France. C'est pas un gros mot, c'est quelque chose dont beaucoup de grandes entreprises, mais aussi de dirigeants de TI, de PME sont très très fiers. Et je pense qu'ouvrir les portes, ça aide aussi à comprendre quel est ce champ de contrainte réel. Et puis après, il y a la distribution, il y a la logistique, la supply chain. Et pour moi, l'ingénieur, il a vraiment à prendre en compte l'ensemble de ces contraintes-là pour préparer l'avenir. Ce que je comprends, c'est que les industriels doivent se réinventer dans ce monde complexe avec tous ces enjeux, mais on parle de quoi concrètement ? Pour moi, on parle, si je le fais de manière un peu caricaturale, d'un monde qui était très vertical, très siloté, c'est un terme qu'on aime bien chez les ingénieurs, à un monde beaucoup plus transverse où la compréhension des compétences de l'autre devient la clé de la réussite. Et ce qui est compliqué finalement, c'est que c'est pas des compétences dures qu'on additionne comme un Lego et qui finissent par s'assembler. C'est des compétences dures avec des compétences plus molles. C'est du hardware avec du software. Vous parliez tout à l'heure, Sébastien, dans le monde de l'automobile. Hier, on crée des objets physiques à 99%. Aujourd'hui, le physique, c'est un peu ce qui permet aux véhicules de tenir sur ses 4 roues. C'est le software qui fait la différence. C'est l'intelligence du software, que ce soit pour faire fonctionner le véhicule ou pour interagir avec le conducteur, voire avec l'écosystème de conducteurs, qui fait la différence. Et donc, on voit bien qu'on a des gens qui viennent d'origines très différentes, qui doivent apprendre à travailler, qui doivent apprendre à être empathiques vis-à-vis des autres. Se mettre dans les chaussures de l'autre, ça permet de comprendre son prisme de lecture, son prisme de réflexion. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment cette logique de travailler en écosystème au sein de l'entreprise, mais aussi avec les partenaires, les sous-traitants, les startups, les écoles, etc. Décloisonner, être dans une logique d'écosystème, mais comment on fait ? Vous avez un mode d'emploi ou une esquisse de mode d'emploi ? Alors un mode d'emploi, ça serait peut-être un tout petit peu présomptueux. Ce qui est certain, et c'est un peu je crois la conviction qu'on partage tous les 4, c'est que ça repose beaucoup sur les compétences que les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain vont acquérir depuis leur plus jeune âge. Je suis assez d'accord avec cette conviction que ça se travaille dès je ne sais pas si c'est la maternelle, mais en tout cas le primaire, le collège, on est sensibilisé à ça, puis dans les études supérieures. Qu'on parle d'ailleurs de techniciens ou d'ingénieurs, je pense qu'il faut avoir un prisme assez large, pas penser que c'est qu'un sujet d'ingénieurs. Les techniciens aujourd'hui sont presque encore plus critiques pour la réindustrialisation du pays. Enfin, le manque de techniciens est presque encore plus critique que le manque d'ingénieurs. Donc c'est vraiment une question de compétences, de savoir-faire, aussi de développement de compétences dures. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de data, de GenAI. Il faut avoir des ingénieurs capables de comprendre, d'améliorer ces modèles-là, toujours dans le respect de la réglementation de l'AI Act qui nous donne aussi des guidelines. Et en même temps, cette capacité à insérer de l'expérience dans des produits. Et voilà, pour avoir eu la chance aussi de démarrer ma carrière dans une école d'ingénieur, c'est vrai que cette notion d'expérience, d'empathie, de soft, c'était peut-être une petite partie du programme et on va progressivement en avoir de plus en plus. Merci beaucoup Étienne Piolet, vous êtes directeur associé en charge de l'Intelligent Industry chez Capgemini Invent. Vous restez avec nous, vous intervenez et puis on attend de vous un éclairage dans quelques minutes. Sébastien Massard, le développement de l'IA générative va-t-elle modifier radicalement l'interaction homme-machine et la manière dont les logiciels sont développés dans l'avenir de l'ingénierie logicielle ? La réponse courte, c'est oui. Mais j'en aimerais bien une un peu plus longue en vérité. C'est-à-dire,
On a parlé de contraintes et d'abondance. Je pense qu'il y a un domaine dans lequel il y a une abondance absolument énorme, c'est l'économie de la connaissance. D'ailleurs, on a l'impression d'être tous terrassés par la quantité d'informations dans les différents domaines scientifiques, technologiques. Il y a des publications constantes, des nouveautés qui arrivent très très vite. Et puis, si je regarde plus largement l'écosystème des données, c'est quelque chose qui est en croissance très rapide. Donc, face à ça, d'une certaine façon, l'IA générative est une opportunité d'entrer dans une ère de la synthèse. C'est Michel Serres qui disait on était dans l'ère de l'analyse, on entre dans l'ère de la synthèse. C'est peut-être un peu philosophique, mais d'une certaine façon, on a un prisme, on a une lentille pour rassembler des masses de données considérables et en faire des éléments utilisables, des synthèses utilisables. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va transformer énormément de choses. Et je crois que dans la façon de travailler, ça va focaliser beaucoup plus sur la capacitation. Un terme important, je crois, c'est comment est-ce que la technologie ou des organisations capacitent les personnes, c'est-à-dire leur donnent des capacités nouvelles de créer. Par rapport au fait d'ouvrir les usines aux jeunes, je dirais il y a aussi une façon nouvelle d'apprendre, où on peut apprendre en faisant. Grâce à des technologies de réalisation de 3D, de Fab Lab, etc., un jeune collégien peut fabriquer un dispositif autonome, un robot autonome, une fusée, parce que désormais il a des capacités avec des cartes Arduino, des éléments open source qu'il va trouver sur Internet, de réaliser des systèmes complets. D'un seul coup, du coup, il a l'usine chez lui, il a l'usine au coin de sa rue. Je ne dis pas que c'est une capacité industrielle qu'il a à proximité, mais il peut toucher, il peut imaginer, il peut rêver, et c'est le début de l'industrie. Anne-Laure Ménial-Koumaros, lorsque vous entendez ce que vient de nous dire à l'instant Sébastien Massard, vous vous dites, c'est vrai que les outils finalement sont là, sont suffisamment démocratisés pour que notamment les jeunes s'en emparent et j'allais dire presque jouent avec. Oui, alors c'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment comment est-ce qu'on déconstruit ces idées reçues et comment est-ce qu'on joue avec des techniques formidables, des expériences immersives qui montrent que l'industrie, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, les cheminées qui fument et Charlie Chaplin et quelque chose du passé, où les femmes d'ailleurs pensent qu'elles n'ont pas leur place, alors que l'industrie, aujourd'hui et demain, c'est plus ça. C'est une industrie innovante, c'est une industrie 4.0, comme on peut dire, avec des parcours inspirants, des aventures humaines, et c'est ça qu'il faut leur montrer. Alors, grâce à des activités comme ce que fait Dassault Systèmes par exemple, c'est formidable parce qu'on peut les faire tester dans des événements comme Viva Fabrica avec des expériences immersives et là ils découvrent effectivement des mondes complètement inconnus, quoi. Vous constatez chez Viva Fabrica par exemple que la femme se sent chez elle dans cet univers, ça y est ? Non, on n'y est pas. On y travaille, mais on n'y est pas. On a vraiment besoin d'avoir plus de femmes dans l'industrie et pour ça, il faut qu'elles comprennent et qu'elles se projettent sur des métiers qui sont pour elles. Mais bon, dans tous les métiers, on sait qu'on a besoin de beaucoup plus de parité, mais particulièrement dans l'industrie. Et on a des voisins européens qui ont très bien réussi, mais dans l'industrie, aujourd'hui, en France, on n'a pas réussi encore. On y travaille. Quel est votre regard sur ces nouveaux outils ? On parlait à l'instant là d'IA générative, de capacitation et de ces outils d'une puissance sans doute insoupçonnée dans les années qui viennent. Encore aujourd'hui, on a du mal, je pense, à se projeter. Quel est votre regard ? Mon regard, c'est qu'on a du mal à se projeter. Je crois qu'il y a un chiffre qui dit qu'il y a 80 et quelques % des métiers qui seront là en 2030 qu'on ne connaît pas. Donc, puissance formidable, mais on a du mal à se projeter. Godefroy Beauvalet, je le rappelle, vous êtes directeur de l'école des mines de Paris PSL. Comment vous utilisez-vous ces outils pour les mettre au service de la recherche ? Pour nous, l'IA, le machine learning avant, l'IA générative, c'est des sujets sur lesquels on est depuis longtemps dans la recherche, puisqu'on a la chance à l'école des mines d'avoir des labos de recherche de pointe. On a milliers de personnes qui travaillent à l'école, dont 600 qui sont de profil scientifique. Et je vous dirais que l'IA est un sujet trop important pour le laisser aux seuls informaticiens. Donc nous, à l'école, les biologistes, les spécialistes d'imagerie médicale se servent depuis des années de ces outils pour repérer les parois des cellules, modéliser les anévrismes cérébraux. Les géostatisticiens s'en servent pour savoir où placer un stockage d'hydrogène. Les spécialistes de procédés industriels s'en servent pour choisir le matériau optimal. Les spécialistes de météorologie et de panneaux photovoltaïques s'en servent pour fabriquer des algorithmes qui permettent aux panneaux d'offrir le moins de prise au vent en temps réel en fonction pour quand ils sont dans une tempête qui ne s'arrache pas. Donc on travaille avec ces outils depuis un moment, mais évidemment on est nous aussi face à une vague d'innovation très puissante et c'est un moment très excitant. Pour n'en donner qu'un exemple, dans de nombreux problèmes qui impliquent de la simulation, dans l'ingénierie vous avez beaucoup besoin de simulation,
on se disait c'est déjà génial de réussir à prendre des conditions initiales, je sais pas, un bâtiment, un matériau, une cellule, et puis de simuler ce qui va se passer dans son jumeau numérique pour ensuite ne pas avoir à faire le test expérimental avant de mettre en production, ou la manière dont se plie une protéine ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a accès au problème inverse, c'est-à-dire se dire on veut qu'il se passe ça. Quelles sont les conditions initiales optimales? Qu'est-ce qu'il faut mettre en présence? Les réactifs chimiques, le matériau qu'on va utiliser, la température du four à chaque étape. Et ça, c'est une optimisation. Alors, il faut faire des milliers, des millions de simulations potentiellement. Et donc, c'est un problème qui était à peu près insoluble en temps fini. Grâce aux outils d'intelligence artificielle, on peut accéder à une puissance de calcul simulée. Et dans de nombreuses disciplines, on est à un moment qui permet d'explorer très vite les parties pas intéressantes du champ, on va dire, et puis ensuite de réserver la puissance de calcul à ce qui va être le plus efficace. Donc, on est à un moment très excitant. Moi, quand je rencontre les laboratoires, les chercheurs, j'ai un peu toujours cette histoire, à nouveau, en géosciences, en procédés, en matériaux. Et ce n'est pas des numériciens, ce n'est pas des informaticiens, c'est des gens qui redéfinissent leur discipline, redéfinissent leur champ avec ces outils d'informatique. C'est un moment passionnant pour rejoindre cette révolution. Je vois qu'Étienne Piolet opine du chef en vous écoutant. Je suis obligé. Ça fait un peu écho à ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que ce que vous venez de décrire justifie de s'occuper au quotidien de la compréhension de ces nouveaux modes de fonctionnement dans l'entreprise. Je parle de mode de fonctionnement, c'est un peu notre métier chez Capgemini, transformer les entreprises. Transformer, ça veut dire prendre conscience de ce que vous venez de décrire, Godefroy, et mettre en place les bonnes compétences, les bons systèmes de management, les bons référentiels de discussion entre les équipes pour que ce renversement, entre guillemets, de mode de fonctionnement, de partir du résultat et d'arriver au point de départ, ça soit implémentable dans une grande entreprise de 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes. Et c'est une des révolutions qui nécessite des ingénieurs, des techniciens, j'y reviens, formés à ces nouveaux concepts. Et je voudrais simplement dire que ça ne met pas à la poubelle l'ensemble de ce qu'il faut savoir par ailleurs. Parce qu'un peu d'IA éloigne de la compréhension, beaucoup d'IA rapproche la compréhension de ce qui se passe en mécanique des fluides, en système humain, en sociologie, en psychologie, en mathématiques, etc. Parce qu'à un moment, il faut dominer tout ça. Et ça, c'est le rôle notamment des ingénieurs. Nucléaire, éolien, solaire, bioénergie, batterie, hydrogène, les technologies décarbonées montent en puissance. Mais enfin, il faut une main-d'œuvre aussi qualifiée pour les concevoir, les mettre en place. Selon une enquête de l'Agence internationale de l'énergie, menée auprès de 160 entreprises dans le monde, il y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée et ce serait un obstacle majeur à l'accélération de leur activité. J'aimerais vous entendre rapidement tous les trois. Comment on fait là maintenant pour mobiliser des talents, pour être attractif sur ces sujets dont on a tant besoin? Anne-Laure Ménial-Comaros. Moi, je pense qu'on travaille sur tous les âges et sur toutes les générations. Et c'est très complémentaire ce que fait, par exemple, la Fondation Viva Fabrica avec ses événements qui donc font venir les élèves, je le rappelle, avec leurs enseignants du CM2 jusqu'aux grandes écoles pour voir ce que c'est que l'industrie, expérimenter l'industrie. C'est très complémentaire des activités dans les écoles d'ingénieurs. Et puis, il faut communiquer, il faut montrer l'attractivité, il faut démontrer, quoi. Je pense que, effectivement, je parle du nucléaire que je connais bien, 100 000 nouvelles recrues dans les 10 ans qui viennent, c'est colossal. On les a pas si on fait pas tous les efforts dont on est en train de parler. Ouais, c'est un enjeu vraiment stratégique. Et les femmes, et je rappelle, les femmes, quoi. Vraiment, il faut qu'on aille chercher d'autres bassins d'emploi. Parce qu'il y a un vivier de talent là aussi. Bien sûr, évidemment. Sébastien Massard, vous confirmez ? Oui, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, je pense que nous, on le croise chez beaucoup de nos clients, en effet, dans l'industrie. Je voudrais dire un mot là-dessus, c'est que l'IA générative ne va pas remplacer en fait, cette main-d'œuvre qualifiée, c'est plutôt qu'elle va accroître le besoin d'une main-d'œuvre de personnes qui comprennent les enjeux, comme j'ai dit tout à l'heure, à un niveau systémique. Et donc, quand on pense l'IA comme apportant de la valeur économique par l'automatisation de tâches simples, qui est souvent le paradigme qu'on lit dans les journaux, en fait, on manque le vrai sujet. Ce qu'il faut voir, c'est comment les problèmes profonds, les problèmes complexes, peuvent être mieux traités en utilisant l'IA. Je pense qu'il y a quelques exemples qui ont notamment été cités sur le repliement des protéines. On avait examiné au moment de l'épidémie Covid les possibilités de médicaments, etc. En fait, d'un seul coup, on peut accélérer des recherches ou des progrès significatifs industriels, et c'est là qu'il faut concentrer l'IA. Et le prix Nobel d'économie d'Aaron Acemoglu formule très très bien ces enjeux-là. Il dit, si l'IA ne vise qu'à automatiser des tâches
en réduisant la qualité du résultat, de l'output, on a un problème. On va détruire de la valeur économique. Si à l'inverse, l'IA permet d'accroître la capacité de tous ou du plus grand nombre à réaliser des tâches encore plus complexes avec une qualité accrue, alors on crée de la valeur économique, on crée de l'emploi. Bon, Godefroy Beauvalet, c'est vous qui êtes à la tête d'une école. On compte sur vous, j'ai l'impression, en fait. Il y a un gros enjeu là. Oui, mais j'aurais tendance à dire que l'enjeu, tel que vient de le décrire Sébastien, c'est un enjeu d'industrialisation. L'industrialisation à la fin du 19e, au début du 20e siècle, elle ne démarre pas par la chaîne chaplinienne, elle démarre par le fait qu'on met en place des standards qui fait qu'une pièce industrielle, ça ne nécessite pas, pour être mis à l'intérieur d'un système, d'être retouché. Donc, de faire aller de pair qualité et efficacité, c'est quelque chose que les ingénieurs font depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est une des motivations pour ne pas séparer les boucles de conception et les boucles de production et les boucles de maintenance. L'entreprise sans usine, on sait que ça a joué un rôle dans l'imaginaire des patrons européens et probablement pas celui qui a été le plus favorable à notre industrie. Alors maintenant, nous, on travaille sur ça. Ça veut dire qu'on a besoin d'ingénieurs, et là aussi, il y a un paradoxe, qui soient à la fois plug and play, parce qu'il faut qu'il soit suffisamment codeur, il soit suffisamment prompt engineer, il soit suffisamment à l'aise avec les outils pour qu'on n'ait pas besoin d'investir plusieurs mois quand ils arrivent dans l'entreprise pour les mettre au travail. Donc ça, c'est une demande qu'on entend beaucoup et qui est très légitime de la part des entreprises. Et en même temps, on veut que ce soit des ingénieurs durables eux-mêmes, que les compétences, elles soient évolutives, qu'ils aient du recul, qu'ils aient une capacité critique, qu'ils aient ces compétences dans l'humain, la sociologie, l'économie aussi, bien sûr, dont on a besoin. Ça, c'est ce qu'on construit. J'aurais tendance à dire qu'on le fait plutôt bien. Et au-delà de l'école des mines, qu'on le fait plutôt bien en France. C'est quelque chose qui est reconnu aux ingénieurs français. Probablement que la formation mathématique est une manière d'avoir du recul. Probablement que la discipline du diplôme d'ingénieur en France, depuis longtemps, on ne fait pas que, je dirais, des matières scientifiques dans l'ingénierie, mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut ajouter la boîte à outils numérique, data, IA, à ce qu'on apporte à nos ingénieurs, et ceci à tous les niveaux, parce que quand on pense école des mines, on pense sans doute au diplôme principal d'ingénieur, qui est un des très beaux diplômes d'ingénieur en France, mais il y a toutes les excellences à l'école des mines. On a de l'apprentissage, on a des ingénieurs de spécialité. Plus de la moitié de nos élèves nos étudiants ne sont justement pas des élèves ingénieurs. On travaille aussi sur les chercheurs, on travaille aussi sur les masters spécialisés, on a plein de projets aussi en ce sens. On travaille avec des lycéens également. Donc ça fait partie du sujet. Il ne faut évidemment pas embarquer que la pointe émergée de l'iceberg. Vous avez parlé d'imaginaire, notamment l'imaginaire des chefs d'entreprise. Vous avez utilisé aussi ce terme, Anne-Laure Magnal-Comaros, imaginaire. Il y a un enjeu d'imaginaire ? Oui, absolument. On en a un peu parlé. C'est passer de l'imaginaire de l'industrie du passé à l'imaginaire de l'industrie du futur. L'imaginaire, c'est la représentation qu'on se fait de quelque chose. On se projette dans nos jobs de demain un imaginaire qui est faux. On se trompe. Et donc, il faut leur montrer que l'imaginaire de l'industrie de demain, encore une fois, c'est l'innovation, c'est des parcours inspirants pour tous. Étienne, un petit mot là-dessus ? Je rajouterais à l'imaginaire la notion de sens, de recherche de sens. Quand on regarde l'évolution des métiers de l'ingénieur au sens large, que ce soit drivé par les enjeux de sustainability, de durabilité des produits, de durabilité de l'industrie au sens large, de réinvention de certains modes de mobilité, de pérennité énergétique, pour ne pas dire souveraineté énergétique, on se rend compte que ça ne veut pas dire qu'hier ça ne l'était pas, mais encore plus demain, être ingénieur, être technicien, ça aura du sens pour la société, dans son entourage, dans son cercle familial. Et je pense que ça aussi, c'est pas de l'imaginaire, mais ça fait partie, je pense, de l'équation à laquelle on doit associer les jeunes pour qu'ils aient tout simplement envie et qu'ils se projettent là-dedans. Il y a pas mal d'études là-dessus, la quête de sens, les enjeux de marque employeur pour être attractif, etc. Vous le constatez rapidement, Godefroy Beauvalet, à l'école des mines, il y a une attente des jeunes sur ça L'attente est immense et leur inquiétude est réelle. Et moi, j'ai tendance à dire qu'à côté de l'imaginaire traditionnel de l'ingénieur un peu mécanicien, celui dont on parle beaucoup ces derniers jours, qui érige des fusées ou qui s'intéresse à la mécanique des choses, on a besoin d'ingénieurs du soin. On est dans une émission radiophonique. C'est pas les ingénieurs du son, c'est les ingénieurs du soin. Et ce paradigme des ingénieurs du soin, c'est quelque chose qui peut attirer beaucoup d'autres jeunes hommes et jeunes femmes qui ne se reconnaissent pas
pas dans le stéréotype classique, mais qui ont envie de s'occuper de systèmes, de s'occuper de maintenance, de s'occuper de nouveaux outils, mais en les regardant. À l'école, on a un programme de recherche, un ensemble de programmes de recherche passionnants sur l'usure des choses et des systèmes, les câbles face au vent, la sociologie des mainteneurs, la manière dont les fissures dans les centrales nucléaires, enfin dans les cuves de centrales nucléaires se propagent, en tout cas dans des matériaux qui servent à ça, je vous rassure, on ne regarde pas in vivo évidemment. Et en plus, les ingénieurs du son prennent aussi soin, bien souvent, de nos oreilles. Écoutez. Envie de comprendre comment la tech façonne le futur ? Intelligence artificielle, cybersécurité, cloud, transition écologique. Nos experts, clients et partenaires vous donnent les clés pour libérer la valeur de la technologie. Objectif Tech, le podcast de Capgemini. Abonnez-vous. De retour sur le plateau d'Écoutons le futur et on retrouve Étienne, notre expert chroniqueur. Parcoursup fait trembler chaque année les lycéens, leurs parents au passage, on prend tout le monde dans la famille et 2025 n'est pas en reste. Alors l'heure est aux ambitions, c'est vrai, et une ambition, c'est aussi un récit. Alors c'est un récit. Avant de venir sur le récit, je voulais vous partager ce qui pour moi sont deux enjeux que je qualifierais de stratégiques en France concernant l'orientation des jeunes dans nos filières scientifiques et techniques. On l'a déjà un petit peu abordé là depuis tout à l'heure, mais je voulais vous partager deux dynamiques qui me paraissent importantes. La première dynamique, c'est une dynamique qui est démographique. Quand on observe la démographie en France, il y a une inversion de courbe, enfin une inflexion de la courbe des naissances qui, d'après une étude qu'on est en train de mener avec l'Institut Montaigne, va se traduire en 2040 par 15% d'étudiants en moins qui vont rejoindre l'enseignement supérieur. On n'a pas le distinguo précis sur les filières scientifiques, ingénieurs, etc. Mais 15% en moins, c'est significatif. Ça veut dire que toute la dynamique dont on parle depuis tout à l'heure, elle va prendre de plein fouet quelque chose qu'on ne pourra plus, en tout cas aux bornes de notre pays, inverser, puisque les naissances, ça y est, elles sont faites à fin 2024. Et donc, on a cette première tendance à prendre en compte. On a une deuxième tendance, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, parce qu'on l'a déjà longuement évoqué, c'est l'attractivité de ces métiers et de ces filières. On a, et Godefroy, je parle sous votre contrôle, globalement, dans les 204 écoles d'ingénieurs en France, une capacité d'accueil d'étudiants qui est plutôt en augmentation ces dernières années. Pourtant, en 2023, et il me semble en 2024, le nombre d'étudiants en école d'ingénieurs a baissé. Donc on a ce deuxième paradigme ou paradoxe qui vraiment nécessite qu'on se questionne sur le fait que c'est pas juste augmenter la capacité de notre outil de production, enfin notre outil de formation, lapsus révélateur, mais bien une question de flux depuis le plus jeune âge, on en parle depuis tout à l'heure, pour, dans un contexte où globalement on va avoir une baisse de la base d'étudiants possible, comment est-ce qu'on réenchante ce métier-là ? Comment est-ce qu'on donne envie aux jeunes de rejoindre cette filière ? Merci Étienne pour cette chronique inspirante. J'étais en train de regarder aussi ce point-là, les équipes d'ingénieurs polyvalentes, vous en parliez d'ailleurs de ça, Godefroy, physique, numérique, interne, externe, elles travaillent ensemble sur des produits de plus en plus complexes. Ça signifie aussi une collaboration étroite entre l'ingénierie, la fabrication, le service après-vente pour couvrir de bout en bout les cycles de vie des produits et des services. Sébastien Massard, est-ce que tout cela conduit à de nouvelles structures organisationnelles ? Est-ce que ça va même changer la manière dont les gens travaillent ensemble ? Merci pour votre question, parce que Dassault Systèmes a inventé en 2000 à peu près ce qu'on appelle le Product Lifecycle Management. Donc c'est cette histoire du cycle de vie qu'on peut considérer du coup de façon transverse et faire des allers-retours dans le temps. Grâce à quoi ? Grâce à la virtualisation du monde. Si je virtualise un produit, je sais déjà avant même de le fabriquer comment il va pouvoir être utilisé, comment il va s'user et puis à la fin de sa vie, comment je vais le recycler. Donc c'est cette notion de cycle de vie. Et en fait, on entre dans un cycle nouveau où on peut analyser aussi le cycle des organisations. On est capable, par de la data,
par des observations nouvelles, de regarder votre organisation, comment elle produit de la valeur, quelles sont ses interfaces avec différents écosystèmes et d'une certaine façon, quels sont les flux de savoir et de savoir-faire que votre organisation va pouvoir amplifier, développer. À partir de ce moment-là, la logique de piloter une organisation, de manager une organisation, elle change. C'est plus une logique hiérarchique verticale, c'est une logique d'aller amplifier les capacités d'apprentissage, les learning curves, là où elles ont la capacité de se développer, c'est-à-dire au plus près du terrain, et de déporter en fait l'apprentissage que l'organisation apprenante, elle se fasse au plus près du contact réel avec le terrain. Et donc les nouvelles qualités requises pour des ingénieurs, puisque c'est notre sujet, c'est quoi? C'est d'être humble, curieux, sensible, d'être à l'écoute en fait d'éléments concrets de terrain. C'est pas d'être autoritaire ou à un moment il faut trancher, il y a des logiques institutionnelles, décisionnelles, mais en fait elles doivent se nourrir d'une capacité d'apprendre qui est déportée sur toute l'organisation. Et d'une certaine façon, on a la chance, grâce à l'intelligence artificielle générative, grâce à des nouvelles capacités de modélisation du monde, de pouvoir piloter en fait ces nouvelles organisations. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Godefroy Beauvalet, qu'on vous en demande un peu trop au niveau de la formation? Parce que quand je résume un peu tout ça, des savoir-être particuliers, des savoir-faire, vous avez dit tout à l'heure précisément plug and play, c'est vraiment pas rien. Quand la technologie avance en plus à pas de course et qu'il faut en permanence être prêt à rentrer dans une organisation et être opérationnel, ça vire au casse-tête à la fin? Casse-tête, je ne sais pas. Il n'est pas facile. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les études d'ingénieur en France sont à la fois prisées, difficiles, et puis ce qu'a dit Étienne tout à l'heure, c'est que tout le monde ne peut, même si on a plus de capacité, on a un problème de qualité éventuellement, en tout cas d'incertitude. Il ne faut pas envoyer les gens vers des études qui ne seraient pas les bonnes pour eux aussi. Maintenant, la réponse, c'est aussi celle que vous avez commencé à donner. C'est que, heureusement, il ne s'agit pas de faire ça dans chaque personne. Il s'agit d'apprendre à travailler en équipe, à se faire confiance. Et nous, ça, on le travaille à travers, dans la formation, la conduite de projet, avec des études qui sont polyvalentes, qui sont polyculturelles aussi, parce qu'on a à l'école des profils internationaux et évidemment on envoie nos étudiants à l'étranger aussi, puis on fait travailler en mode projet avec des contraintes QCD, qualité, coût, délai, et puis des projets, je sais pas, je pense au projet d'ingénierie en mécatronique où ils construisent un robot ou un drone, et, on a 3 semaines pour le faire. Si vous ne vous faites pas confiance, vous ne travaillez pas en équipe, vous n'y arrivez pas, et nous notre objectif c'est pas de leur montrer qu'on n'y arrive pas, c'est qu'ils y arrivent, qu'ils en soient fiers, qu'ils opèrent leur drone et qu'ils comprennent que seuls, on n'y arrivera pas. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les enjeux de recrutement. 2040, c'est un moment qui va être compliqué probablement, compte tenu, sinon du déclin démographique, en tout cas, c'est bien capé aujourd'hui. Donc c'est les naissances d'aujourd'hui qui font bien sûr les ingénieurs de demain. Ça c'est, j'allais dire, du pratico-pratique. Godefroy, est-ce que vous constatez à l'école des mines de Paris PSL qu'il y a bien un problème de parité et d'attractivité de ces formations pour les femmes? Alors oui, d'abord, je voudrais dire qu'il y a un sujet sur le nombre qui est aussi lié à l'attractivité internationale, parce qu'on n'est pas obligé de se contenter de nos naissances, et il y a déjà évidemment un désir d'attractivité, mais il y a une concurrence internationale sur le sujet. Donc on ne réglera pas ce problème exclusivement par ça. Alors il est clair que se passer des femmes, se passer de la moitié de la population, se passer de la créativité que la moitié des gens peuvent apporter, ce serait complètement idiot, et on travaille sur le sujet avec beaucoup d'humilité parce que honnêtement c'est pas facile, mais au Maroc, en Tunisie, 50% des ingénieurs sont des femmes. Plus près de nous, à Chimie, ParisTech PSL, à l'ESPCI, Chimie, 50% des ingénieurs sont des femmes. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'impossibilité. À l'école des mines, on surperforme le vivier des classes prépa. Ça ne veut pas dire qu'on est remarquable en la matière, mais on arrive à attirer préférentiellement les jeunes femmes, en montrant la santé, en montrant la transition écologique, et puis avec un campus urbain. On a choisi de rester en ville, et probablement que le fait que les campus soient des lieux agréables pour les jeunes femmes, c'est quelque chose qui est très important. Ça passe par des choses qui sont très concrètes et très nécessaires. Maintenant,
c'est pas facile au quotidien. Si on vous disait qu'on l'a craqué, on vous mentirait. Anne-Laure Méniel-Coumaros, vous parliez tout à l'heure dans les métiers du nucléaire de 100 000 recrutements dans les 10 ans, c'est ça ? C'est colossal, effectivement. Colossal. Donc ça ne peut pas se faire sans les femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les attirer, pour les faire venir, puisqu'on a besoin d'ingénieurs et d'ingénieurs ? Déconstruire les idées reçues, faire des événements comme Viva Fabrica, encore une fois, qui montrent aux petites filles, aux jeunes filles, et ça commence très tôt, puisque vous savez qu'il y a des sélections à faire assez vite au collège et au lycée, leur montrer que ce sont des métiers pour elles, que ce sont des métiers qui ont du sens, qu'elles en sont capables, parce qu'un des arguments, c'est « j'y arriverai jamais, c'est pour les hommes, et c'est pour les garçons, et c'est pas pour moi », qu'elles sont capables, et avec tout ça, on va y arriver. Mais on est encore loin du compte, 28% de femmes dans l'industrie. Ça tombe, je crois, à quelque chose comme 22 dans la métallurgie. Dans les pays nordiques, je crois que Norvège, Suède, Danemark, ils sont à la parité. Donc, on doit pouvoir y arriver. Comment ils font ? Ils commencent très tôt. Ils commencent très tôt et ils ont beaucoup de ce qu'on appelle project-based learning, c'est-à-dire beaucoup de ce qu'on essaye de faire à Viva Fabrica, de tests, d'immersion, d'expérience. Et ça marche très bien. Plus on est jeune, plus ça marche bien. Pas en école d'ingénieur, bien sûr, mais pour les jeunes filles, ça marche très bien. Ça marche pas mal en école d'ingénieur non plus. Nous, la pratique du voyage d'études est consubstantielle de l'école et d'aller dans l'industrie. Enfin, la première fois que vous rentrez dans une usine, etc., voilà, ça change. Et évidemment, il faut que ce soit des usines qui soient conformes à ce qu'on attend aujourd'hui. Mais on progresse. Je vais quand même dire qu'on progresse. L'image de l'industrie s'est considérablement améliorée ces dernières années auprès des femmes en particulier, qui y voient des carrières possibles, qui recommandent de travailler dans l'industrie à leurs proches. Voilà, on s'améliore, mais il y a encore du travail. Sébastien Massard, il y a cet enjeu, vous le voyez vous aussi comme ça, de montrer un visage, non pas de l'industrie, mais des industries finalement, aux jeunes, aux futurs étudiants, pour redevenir ou devenir le plus attractif possible. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est à ce titre que nous soutenons complètement Viva Fabrica, on y est associé, et on croit qu'il est important de les faire toucher ce qu'est l'industrie, et aussi parce qu'il y a un enjeu autour de l'imaginaire pour les femmes, pour les jeunes. Si on passe à côté du monde, d'une moitié du monde, en fait, on passe à côté d'une moitié du regard qu'on peut avoir sur le monde, et donc des progrès considérables qu'on peut générer de cette façon-là. Je voudrais rebondir sur la chronique d'Étienne, puisque les enjeux des récits, des fictions sont considérables pour l'industrie, et on sous-estime souvent cet enjeu-là. Nous, ce qu'on dit, c'est le rêve précède l'industrie. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de grande industrie sans un grand rêve. Quand vous regardez le Concorde, le TGV, le programme électronucléaire, etc., il résulte de rêves qu'on pourrait décrypter, analyser. Quand vous regardez la proximité entre la Silicon Valley et Hollywood, ce n'est pas un hasard. L'innovation technologique de pointe, elle se fait, je dirais, si je caricature, dans Netflix, c'est-à-dire dans la capacité de projeter un imaginaire à l'échelle d'une société. La question pour les Européens, c'est où est-ce qu'ils voient géographiquement ou concrètement la production de ce rêve. Je pense qu'on pourrait l'attendre d'une certaine façon de la politique, mais on doit aussi l'attendre d'autres endroits d'imaginaire. On a des grandes industries créatives en Europe depuis plus de 100 ans, et notamment, on aime bien nous se référer au Bauhaus, qui est une fabrique de rêves dans les années 1920, sur comment on peut habiter une société avec l'industrie. Je dirais 100 ans après, c'est quoi le nouveau Bauhaus ? C'est quoi notre nouveau rêve pour être maître des formes et de la matière et habiter le monde au XXIe siècle ? Bon, vous me parlez de rêve, Sébastien, donc moi j'ai envie de vous demander de quel ingénieur vous rêvez en 2040. Ça paraît loin, 2040, c'est dans 15 ans, finalement c'est quand même assez rapide. Qui serait l'ingénieur dont vous rêveriez en 2040 dans cet univers ? Comment vous vous projetez ? Alors j'ai une vision en vous écoutant qui est liée notamment à un exercice Red Team qui avait été fait par le ministère de la Défense où en fait certaines capacités qui sont aussi aujourd'hui marginales ou exceptionnelles, par exemple la capacité de créer de l'ADN, dans 20 ans seront courantes. De même que si vous revenez 20 ans ou 40 ans en arrière, l'impression 3D paraissait quelque chose de futuriste. Et quand vous faites un fast-forward, vous venez en 2024 ou 2025 maintenant, eh bien d'un seul coup, ces choses-là, elles existent au coin de la rue. Donc dans 20 ans, il y aura des imprimantes à ADN, peut-être dans votre cuisine, pour faire un médicament, etc. Donc l'ingénieur, ça ne sera plus celui qui a accès spécifiquement à des capacités de ce type-là, ça sera celui qui inventera à un niveau systémique
une nouvelle façon de fonctionner. Et donc, il mêlera, disons, ça sera à la fois un Léonard de Vinci. Si Léonard de Vinci venait aujourd'hui, il serait enthousiaste parce que ce qu'il avait dessiné dans ses grimoires en papier un peu jauni, là, avec l'âge peut-être ils ont jauni, il saurait le dessiner directement, quelque chose qu'on sait imprimer, qu'on sait réaliser. On le connecte et ça vole. C'est l'histoire du drone à l'école des mines. Il y a 3 semaines pour faire un drone. Vous auriez dit ça il y a 15 ans dans cette audience-là, on aurait dit « il s'en fout ». En fait, c'est devenu possible. Donc, dans 20 ans, l'ingénieur, ça sera celui qui fait le même décalage nouveau d'invention. Donc, Léonard de Vinci serait complètement dingue. Et en plus, il deviendrait quoi ? Aussi un François Ier, c'est-à-dire il devrait réguler et penser une nouvelle façon de designer la ville, l'urbanisme et le droit. Voilà. Anne-Laure, si je vous parle d'un ingénieur ou d'une rêvée en 2040, vous allez me dire une ingénieure. Vous m'avez pris ce que j'allais dire. Je l'ai senti dans votre regard. C'est une ingénieure. C'est une ingénieure. On a réussi la parité. Elles sont emballées par les métiers d'industrie. C'est une technicienne aussi. On n'a pas beaucoup parlé des métiers de techniciens, mais avec ce qui nous attend devant, on a absolument besoin de techniciens et de techniciennes. Donc voilà. C'est ça mon rêve. C'est la fin de cette discussion passionnante et c'est un euphémisme. Merci à vous 4 pour ces échanges directs, constructifs, intéressants. Ça donne envie bien sûr d'aller plus loin. J'espère que vous aussi, auditrices, auditeurs, vous avez apprécié l'émission. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées et puis partagez cet épisode inspirant avec votre entourage. Nous n'avons probablement pas répondu à toutes les questions que vous vous posez, vous, les internautes, mais on a pu pendant 1 heure débattre, définir ou encore rêver autour du futur.